Bonjour tout le monde, je continue cette conférence en abordant cette fois le sujet de la timidité, l'anxiété, les méthodes de gestion du stress. Tout cela rentre dans dans un nouveau chapitre euh, où je vais m'attaquer donc aux troubles, les troubles psychologiques, physiques, qui retardent la réflexion, puisque l'idée directrice c'est toujours le développement de la réflexion chez l'enfant. Jusqu'à présent j'ai donné énormément d'indications concernant la manière de pouvoir développer cette réflexion chez l'enfant. Maintenant nous allons voir ce qui concerne les troubles, car il y en a forcément. On attaquera plus tard les troubles asociaux et encore d'autres choses. Mais aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à ce chapitre qui, pour moi, me paraît être le plus intéressant, car tout va se retrouver après chez l'adolescent, chez l'adulte, chez le musicien débutant, intermédiaire, professionnel, et dans n'importe quel domaine, que ce soit artistique, sportif, intellectuel, littéraire, etc., etc. Tout va se retrouver. La timidité, donc, je dis, alors je vais commencer par des généralités, puis après, j'attaquerai vraiment des sujets beaucoup plus intéressants au niveau de la gestion du stress. Alors bon, qu'est-ce que c'est la timidité? Pardon. C'est tout simplement une source de stress, hein, face à l'inconnu, n'est-ce pas? Une source d'anxiété. Alors cela se reconnaît assez tôt chez l'enfant, hein. C'est un dérèglement psychologique et même physiologique, hein, tout ce qui concerne le corps et l'esprit, qui entraîne un repli sur soi, hein. Il n'y a pas que le repli sur soi, mais en général c'est le cas, on le voit souvent chez ces enfants très tôt. Et donc il y a quelque part un manque d'ouverture qui est développé déjà, hein, sur les autres. Il faut donc inciter son enfant à se joindre à un groupe d'autres, c'est important, hein, pour le développement intellectuel et social. Le développement social fait partie du développement intellectuel également, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut l'inciter toujours à se joindre à notre groupe d'enfants. Et donc il va prendre conscience de son rôle à jouer. Il pourra s'exprimer, il pourra décider, écouter, réfléchir, échanger, bref, un accord sur une situation qui est vécue en commun. C'est important, hein, que l'enfant se développe également par le regard d'autrui. On en a beaucoup parlé, hein, c'est important. Et donc la timidité peut entraîner une suractivité, c'est bien ça le problème, une suractivité du système heuristique, n'est-ce pas? Je vous renvoie aux autres vidéos avec le système heuristique et logico-rythmique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'enfant anxieux ne fait plus l'effort de réfléchir. Voilà bien le problème d'ailleurs, hein, lorsque l'on est en situation stressante aussi au piano, hein, lorsqu'on fait un parallèle, c'est exactement la même chose. On a tous été confrontés au moins une fois dans notre vie, hein. C'est rare les gens qui n'ont jamais vécu une situation stressante. Je pense que ça n'existe pas, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà. Donc on est dans la possibilité de réfléchir dans l'action, et on revient toujours à un des principes que j'ai cité auparavant. C'est très facile de pouvoir développer la réflexion avant l'action, également après l'action, c'est-à-dire la rétroaction. Mais pendant l'action, c'est compliqué, et notamment lorsqu'on est dans une situation anxieuse. Pourquoi? Parce que c'est le système heuristique qui prend le dessus. On est face à une nouvelle situation, face à une nouvelle personne, on développe ce stress, et donc il y a des perturbations psychologiques qui vont bloquer les processus mentaux de la pensée réflexive. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les automatismes réapparaissent, tout simplement. D'accord? C'est le stress physiologique qui peut être responsable de plein de choses. Les tensions musculaires, la raideur, ça c'est ce qu'on retrouve très souvent. Il y a l'accélération cardiaque, la transpiration. Il y a plein de choses, hein, physiologiquement, qui sont la conséquence, hein, de ce stress, de cette anxiété. Il faut donc à tout prix éviter que la timidité d'un enfant l'emporte, bien sûr, sur son développement intellectuel, hein, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, le développement social fait aussi partie du développement intellectuel. Et donc faire attention à son mode de pensée. On va décrire, hein, tout ça, les schémas de pensée, les comportements. C'est là où ça va devenir intéressant, au niveau de tout ce que l'on peut remanier. Donc les parents doivent apprendre à surveiller et à apprivoiser le tempérament. Ça aussi, on donnera une définition du tempérament et du caractère. Le tempérament de son enfant, c'est-à-dire ce qui ressort de sa constitution physiologique. On peut déjà dire ça, hein, comme ça. Également faire attention à son comportement, ce qu'on appelle la trajectoire, hein, développementale, la trajectoire comportementale. La manière dont cet enfant s'adapte aux différentes situations, ses réactions, la gestion de ses émotions, ça aussi, ça fait partie d'un des facteurs de protection qui sont développés normalement, la mentalisation, hein, chez l'enfant très tôt. Sa mise en relation avec autrui,
également donc son niveau d'insécurité, bien sûr, toujours, encore une fois, le deuxième facteur de protection en psychologie, hein, la création de la base sécurisante, comme toujours. Hein, ok. Donc voilà, son niveau d'insécurité ressenti, sa sensibilité, enfin il y a tout un tas de choses hein, au niveau psychologique et physiologique qui sont à surveiller de la part des parents, qu'il ne faut pas négliger. Il faudra beaucoup de temps à un enfant timide pour parvenir à un niveau d'estime de soi. C'est ça, ça aussi on va le définir, hein, parce que souvent les gens pensent que l'estime de soi c'est juste se regarder dans un miroir et se dire que j'ai telle qualité, etc. Non, c'est un regard honnête sur soi-même, l'estime de soi. C'est apprendre à se connaître. Enfin, on va y revenir. Et donc voilà, il faut un niveau d'estime de soi suffisant afin qu'il soit en mesure de lutter efficacement contre son anxiété. Il lui faut des armes, entre guillemets, des armes à l'appui, hein, bien sûr, il faut le lui apporter. Et bon, bah, il aura souvent tendance à se comparer aux autres aussi. Hein. Ça, c'est typique, hein, et à se sentir dévalorisé, plus fragile, hein, et voilà, à se sentir inférieur lors d'une activité, à penser qu'il est moins compétent. Sa réalité en devient un peu déformée. Hein. C'est toujours comme ça, hein, n'est-ce pas? Et il y a l'exagération qui va se mettre en place. Enfin, il y a tout un tas de choses hein, qui sont typiques sur les conséquences, hein, tout simplement, de ce tempérament anxieux. Hein. Donc les parents auront un rôle important pour apporter tout leur soutien et l'encouragement, leur encouragement nécessaire. Bon, alors voilà, maintenant on va justement entrer un peu plus dans les détails avec l'anxiété. Bon, l'anxiété, elle peut être normale hein, aussi, dans le sens où elle peut être passagère, transitoire, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, mais elle peut être aussi pathologique. Là, c'est plus dérangeant, évidemment. Certaines personnes donc peuvent présenter des comportements anxieux, mais pas nécessairement des troubles anxieux. Hein. Je pense notamment à certains départs, la notion de la mort aussi. Hein, cela entraîne fréquemment une anxiété qui est normale chez les enfants et même chez les adolescents, le départ d'un animal, hein, la mort, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est transitoire, c'est passager. Et puis, c'est la découverte hein, de nouvelles émotions, de la perte d'un être cher, la tristesse, etc. etc. Okay, donc, il est de toute façon très bon, peu importe le niveau d'anxiété de l'enfant, il est toujours très bon de mettre en place des stratégies de gestion de l'anxiété le plus tôt possible. Okay, parce qu'on ne peut pas non plus prévoir à 100% ce que je le répète toujours, la trajectoire comportementale, la trajectoire développementale, la trajectoire émotionnelle que l'enfant va prendre dans le futur. On ne peut pas le prévoir. Donc c'est toujours très bon de mettre ces stratégies en place très tôt. Alors en général, qu'est-ce qui définit hein, le caractère normal ou pathologique d'une anxiété? On se base sur plusieurs facteurs que sont l'intensité, la fréquence, la durée et l'impact psychologique, voilà, qui vont déterminer donc hein, le caractère normal ou anormal d'une anxiété. L'impact, par exemple, je prends un exemple, l'impact, c'est l'impact psychologique dans le sens où l'enfant ne fait pas ce qu'il voudrait faire. Donc là, vous voyez, il y a un blocage. Ou alors, également, si on se place en tant que parent, il ne fait pas ce à quoi on s'attendrait qu'il fasse à cet âge-là. Voilà, là on peut dire que peut-être, voilà, c'est là que vous voyez qu'on s'attarde sur ce qu'on appelle la trajectoire développementale que prend l'enfant. On essaie d'être sûr que sa réaction, son comportement sont liés à quelque chose de normal, de passager, ou alors est-ce qu'il n'y a pas un blocage de certaines capacités? Il faut détecter ce genre de choses, de comportement très tôt. La durée aussi, c'est un facteur important à considérer, je le répète, parce que l'anxiété peut être juste transitoire. Mais au-delà de 6 mois, en général, il faut commencer à s'inquiéter. Il faut commencer à se dire, c'est un peu le signal d'alarme, on se dit, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc là, on va commencer vraiment à s'intéresser au mode de fonctionnement de l'enfant, etc. On va détailler tout ça. Mais bon, en général, c'est plutôt lorsque les 4 critères sont réunis, hein, l'intensité, la fréquence, la durée, l'impact, lorsque les 4 critères sont remplis, qu'on pense à une anxiété pathologique, hein, n'est-ce pas? C'est ça qui rend d'ailleurs assez compliqué la chose à diagnostiquer. Et donc, de toute façon, je le répète, il vaut mieux de toute façon mettre en place très tôt hein, des stratégies. Hein. C'est toujours bénéfique de toute façon. Pour la gestion de l'anxiété au quotidien, alors il faut prêter attention à des choses basiques. Je préfère quand même le rappeler une fois, mais bon, on va pas
trop tarder là-dessus, mais c'est tellement évident. Mais ça, c'est un phénomène qui est générationnel. On voit de plus en plus hein, des choses basiques se dégrader, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil. Et oui, tout ça, ça a un impact sur l'anxiété. Mais c'est ce qui crée justement de l'anxiété passagère, transitoire, mais qui peut durer après sur le long terme parce que ces éléments basiques ne sont pas respectés. Une mauvaise alimentation, par exemple une alimentation trop riche en sucre. On parle toujours du sucre, hein, qui est une addiction, une véritable drogue. On parle du diabète, hein, d'accord. Mais ça peut aussi entraîner des malaises, certaines crises de panique, des symptômes, si vous voulez, qui sont similaires aux troubles anxieux. Voilà. Donc ça, il faut y prêter attention. Hein, bien manger, à heure fixe pour les enfants, bien dormir, bien bouger, faire du sport, bon voilà, hein, ce sont des principes de base, mais il ne faut surtout pas les négliger. Voilà, c'est, comme je dis, c'est un problème générationnel dans le sens où avec cette génération, on a de plus en plus de malbouffe, je trouve, et des sommeils, des choses qui se dérèglent complètement par rapport à nos traditions. Enfin bon, ça c'est subjectif, hein, après vous en pensez ce que vous voudrez. En tout cas, les problèmes de sommeil affectent fortement le niveau d'anxiété. On le voit même chez les adultes, hein, soyez honnêtes. Quand vous avez dormi 3 heures dans une nuit alors que vous étiez habitué à avoir une routine de sommeil qui était plutôt sur 9-10 heures, si vous dormez 3 heures d'affilée, 3 jours d'affilée, vous allez voir l'état dans lequel vous allez être. C'est évident ça, d'accord? Donc c'est la même chose chez les enfants, c'est pareil. Il y a une routine de vie à respecter, une stabilité dans cette routine. Et justement, ça aussi, on y vient, vous voyez, par rapport aux enfants, les changements de routine, leur annonce, l'annonce d'un changement de routine, ça c'est important. Souvent, on voit des parents qui s'y prennent ou trop tôt, ou trop tard. Eh oui, ça aussi, ce sont des petites choses, des choses infimes qui doivent être surveillées. Un changement de routine, par exemple, s'il est annoncé trop tard, il aura tendance chez l'enfant, qui présente un comportement déjà anxieux, à accentuer encore plus cette tendance. Pourquoi? Parce qu'il va anticiper. Il va anticiper dans sa tête, mentalement, il va anticiper tous les changements. Il va se créer tout un tas de parasites. On appelle ça des éléments perturbateurs, on appelle ça des parasites fonctionnels. N'est-ce pas, des éléments qui vont perturber son fonctionnement parce que on s'est pris trop tôt, n'est-ce pas? Et au contraire, tiens, lorsque le changement est annoncé trop tard, imaginons toujours cet enfant qui a tendance déjà, qui a une tendance anxieuse. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cela va réduire simplement sa capacité d'adaptation parce qu'il aurait peut-être eu besoin d'éprouver un peu plus de temps pour poser des questions. Ah, pourquoi ceci? Pourquoi cette routine change? Enfin, pourquoi cette routine? Non, mais pourquoi est-ce que c'est un tel qui vient faire ceci ou cela au lieu d'un tel, etc. Bon, voilà, ok. Ce sont des petits changements, ça, la vie quotidienne dont les parents sur lesquels les parents ne s'y attardent pas forcément, mais qui sont importants, parce qu'ils s'ajoutent les uns aux autres. Et donc, au bout d'un moment, c'est une source de déséquilibre, tout simplement. Alors bon, quelques conseils, par exemple, la respiration diaphragmatique, ça revient assez souvent, et la relaxation musculaire, on va en parler de tout ça, mais ça aussi, c'est à inclure fréquemment chez les enfants, le plus tôt possible, dès qu'ils sont en âge de le comprendre, de l'intégrer, de l'assimiler. Il faut pas tarder avec ce genre de choses. Il faut trouver des moments comme ça de calme tous les jours, n'est-ce pas? Et il faut travailler aussi beaucoup sur la relation parent-enfant, pour créer un cadre sécurisant, toujours le besoin fondamental qui revient, des 5 besoins fondamentaux. On en parlera aussi, la sécurité, l'attachement, les figures d'attachement. Alors des choses évidentes, mais avoir des amis, pratiquer un sport, une activité sportive, trouver des loisirs, quelque chose qui paraît agréable à l'enfant et qui lui permette de se focaliser pleinement son attention sur ce qu'il fait. Alors ça aussi, oui, c'est des principes que l'on retrouve beaucoup dans les thérapies d'acceptation et de changement. Vous voyez, voilà encore des éléments que l'on retrouve au niveau psychologique, au niveau thérapeutique, et donc mettre ça en place très facilement chez les enfants, le plus tôt possible, et bien ça permet déjà d'anticiper de nombreux problèmes. Donc voilà, se focaliser pleinement. Alors ça, on en parlera de la pleine conscience, on va en parler. Focaliser pleinement son attention sur une activité qu'il aime. Il va développer de nouvelles compétences, ça aussi, ça fait partie encore une fois de toutes ces thérapies. Qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'école ou au travail, même pour les adultes, c'est pareil, c'est la même chose. Le but, c'est un peu d'oublier finalement tout le reste du temps. Il y a une notion
de gestion du temps qui va devenir, une perception du temps, pardon, qui va être altérée lors du temps de l'activité. Ça, c'est très bon. Lorsque ça se produit, c'est vraiment la preuve qu'il y avait une concentration, une focalisation totale. C'est un relâchement aussi, quelque part, un relâchement de l'esprit qui entraîne une réduction de l'anxiété. Alors évidemment, je ne résiste pas au fait de faire un parallèle avec la pratique d'un instrument. Bah évidemment, ça fait partie de ce genre de loisirs, hein, n'est-ce pas, qui peuvent contribuer, parce que ce n'est pas le cas chez tous les enfants. L'idée, c'est pas de forcer un enfant non plus à faire un instrument, mais cela peut contribuer au bien-être, à augmenter cette sensation de bonheur. Alors, il existe bien sûr des traits de la personnalité, on en reparlera de ça, du tempérament, je mettrai une définition dessus, qui est différent d'un individu à l'autre, et ça c'est inchangé. Certains donc sont toujours positifs, on le voit, hein, chez les enfants, ils ont des pensées propices au bonheur, hein, d'autres, c'est pas le cas, bon voilà. Mais il est tout à fait possible de transformer des pensées négatives et anxieuses d'un enfant, de les remanier, de les réadapter. On en parlera, tout ça. Ça fait partie des thérapies cognitives qu'on emploie très fréquemment chez les enfants et même chez les adultes. Moi, j'avoue que de plus en plus, maintenant, en parallèle de mes cours de piano, je me permets de faire des espèces de formes de thérapie à la fois cognitive, comportementale, chez certains adultes qui en éprouvent le besoin et qui en font la demande aussi. Attention, hein, je ne pousse personne, mais chez certains, donc, ça marche parfaitement. Tous ceux qui développent en général des comportements d'imperfection, de honte, des schémas de pensée, hein, justement, d'anxiété, de dépendance et encore de bien d'autres choses. Et nous parlerons de tout ça un peu plus tard. Et donc voilà, il est toujours possible de remanier hein, toutes ces pensées négatives, de les remanier donc et de les faire évoluer dans le bon sens. Bon alors par contre, il est impossible bien sûr de changer une émotion ressentie par un enfant qui a peur. Vous pouvez pas lui dire bah non là t'as pas peur, c'est pas vrai, bah si il a peur. Mais simplement c'est possible d'apprendre à connaître la peur, à l'interpréter et à la remanier pour pour guider la pensée de l'enfant sur un chemin qui est plus équilibré, apprendre à apprivoiser cette peur et donner des indices supplémentaires pour mieux la vivre en quelque sorte. Pour ne pas que ce schéma de peur, justement, c'est un des schémas au niveau psychologique, hein, se développe trop et prenne trop d'importance. L'apparence physique aussi, ça compte beaucoup. Tiens, j'y pense. Tout simplement, les enfants qui, vous avez déjà vu tout ça, plein d'enfants qui se regardent dans un miroir. Il n'y a pas que les filles, d'ailleurs, les garçons aussi. Et c'est la manière dont la personne se perçoit. Ça a un impact positif aussi, ou non d'ailleurs. Hein. Ça peut avoir aussi le contraire, l'effet inverse. Mais justement, c'est à surveiller, parce que ça peut apporter une sensation de bien-être. C'est intéressant. Après, il y a encore plein d'autres choses, des plaisirs tout simples. Avoir un animal de compagnie. Regardez les enfants. 99% des enfants aiment les animaux. Se promener dans la nature, prendre des vacances. Hein, ok, si on en a la possibilité, bien sûr. Hein, faut pas non plus, faut pas non plus rêver. Mais bon, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter parce que ça a tendance à réduire. Alors temporairement, c'est vrai. Hein, ok, le niveau de stress. Et donc, c'est là que justement on en revient encore à un point qui est le même d'ailleurs avec les enfants qui étudient après la musique et les adultes, c'est que c'est la fréquence de ces activités. On en parle toujours de cette fréquence, hein, c'est un grand mot, hein, la régularité dans le travail, la régularité dans ceci, dans cela, mais la fréquence fait tout. Tout, absolument tout. La fréquence de ces activités, justement, va réduire sur le long terme l'anxiété et les effets bénéfiques, parce que les effets bénéfiques que l'on tire n'ont pas le temps de s'estomper, tout simplement. C'est exactement la même chose avec le travail, c'est pareil. Travailler souvent, travailler fréquemment pour installer ce nouveau mode de fonctionnement, c'est hyper important. Alors pratiquer un sport très tôt, hein, ça aussi, hein, on en parle toujours du sport, mais c'est évident. Ça nous apporte de nombreuses qualités, on peut même plus les nommer tellement il y en a. Il y a la diminution du stress, de la tristesse aussi, des comportements perturbateurs, même l'hyperactivité, vous voyez, pour les fameux TDAH, hein, on en parlera aussi un petit peu, on fera une petite parenthèse, mais ça augmente la concentration, l'attention, l'estime de soi, l'énergie, la mémoire, blablabla, ok, hein, cela régule le sommeil, bref, les qualités sont innombrables pour l'activité sportive, donc à pratiquer le plus tôt possible. Alors, on va parler un peu de la méditation aussi, de la relaxation. Alors ça augmente l'autorégulation des émotions.
Ça, c'est peut-être le point le plus important, parce que c'est ce qu'on appelle encore une fois dans la psychologie la mentalisation. C'était un des deux facteurs un minimum de deux facteurs de protection chez l'enfant pour qu'il grandisse et se développe d'une façon saine. La mentalisation, donc, c'est ce qui permet à l'enfant de comprendre et organiser ses émotions et celles d'autrui. C'est hyper important justement pour la gestion de l'anxiété, pour le stress. Parce que l'enfant comprend. Oui, je vais faire une parenthèse, mais dans les écoles, par exemple, regardez à l'âge de 3 ans, très souvent, dans de nombreuses écoles, un des premiers livres que les enseignants décident de montrer aux enfants et de faire étudier, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le livre des émotions. Ah, ben comme par hasard, vous voyez, c'est pas fait au pif, ça. Faut pas croire que c'est juste pour faire plaisir à un enfant et tout. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a un code, des couleurs. Alors bon, évidemment, c'est ludique, ils apprennent plein de mots au passage, plein de choses, mais voilà, le fait d'organiser ses émotions. Eh oui, c'est capital. Donc bref, cela diminue les effets négatifs sur les TDAH, c'est ce que je vous disais juste avant, comme le sport d'ailleurs, c'est pareil. Et ça permet aussi de diminuer la rumination. Ah, ça c'est intéressant. La rumination, qu'est-ce que c'est? C'est un ressassement insensé, sans cesse, d'idées sombres et de pensées pessimistes. Vous avez des gens comme ça qui sont toujours négatifs, ils croient qu'ils vont jamais y arriver, ceci, cela, ils se focalisent sur des pensées négatives et pessimistes. C'est la rumination. Et en général, c'est quand même un précurseur de la dépression, donc c'est quand même à surveiller. Et c'est lié évidemment à l'anxiété, bien sûr, toutes ces pensées négatives. Oui. D'accord, ok, c'est rien, pardon. Et donc les personnes qui ruminent se focalisent automatiquement sur des mauvaises émotions, liées d'ailleurs à des mauvaises expériences du passé. Ça, on y reviendra, tout s'explique en général dans ce qui se passe pendant l'enfance, dans notre passé. Donc la méditation augmente l'optimisme et la confiance en soi. Donc forcément, si ça augmente l'optimisme, vous pouvez en déduire logiquement que ça diminue le pessimisme, c'est évident. Et que donc, c'est très bon pour éloigner ce phénomène de rumination. Alors les signes de soi, donc on y revient, ça ne consiste pas seulement, parce que c'est une des qualités développées bien sûr par la méditation aussi, la relaxation, mais ça ne consiste pas seulement dans le fait de se former, une image positive de soi-même. Alors c'est aussi le but, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais cela réside surtout dans le fait d'apprendre à se connaître. Et donc, comme on apprend à se connaître, on peut mieux agir sur nous-mêmes, mieux contrôler justement notre stress, connaître nos qualités et prendre conscience de nos défauts, ne pas les refouler. Il ne faut surtout pas installer la stratégie d'évitement. On en reparlera parce que c'est la pire des choses, n'est-ce pas? On essaie de s'éloigner d'un défaut, on refoule une émotion, mais en fait c'est une catastrophe, elle reste toujours là. C'est une bonne solution à court terme, l'évitement, mais une très mauvaise sur le long terme. Et donc cela permet de mieux s'adapter et d'accepter aussi ses erreurs qui sont parfois inévitables. Eh oui. Donc nous obtenons ainsi un meilleur jugement global de nos propres valeurs et de ce que nous sommes réellement. Il faut avoir une image réelle de soi, pas une image complètement déformée, n'est-ce pas? Donc on peut stimuler cette estime de soi chez l'enfant assez facilement d'ailleurs, par le questionnement, tout simplement. Questionner, qu'est-ce que c'est questionner régulièrement sur ses journées en lui demandant de nous rapporter quelque chose de positif, de ce qu'il a pu faire. Moi, c'est ce que je fais régulièrement avec ma fille d'ailleurs. Et je vois que ça lui apporte du sourire, de la bonne humeur, systématiquement dès qu'elle sort de l'école. Elle est toute contente. Et c'est un processus, si vous voulez, qui vise à équilibrer certaines pensées négatives liées à des expériences vécues que tout le monde a eues, c'est normal. Mais on essaie de les équilibrer justement. Cette histoire d'équilibre va être très importante après dans les thérapies cognitives avec le négativisme. Et donc je disais, cette histoire d'équilibre est importante même ici parce que cela permet justement de créer un équilibre harmonieux entre les pensées négatives liées à des expériences vécues que les enfants ont pu avoir et justement ce questionnement qui va éveiller du positivisme chez l'enfant. C'est très important. Cela améliore leur humeur, n'est-ce pas? Et ça permet de lutter aussi contre les rétroactions négatives. Les rétroactions, c'est un principe que je détaillerai beaucoup dans la partie pédagogique
notamment concernant l'apprentissage du musicien. Et vous voyez, ce terme de rétroaction apparaît déjà ici, là, a priori, c'est la rétroaction sur le négativisme. Je vous conseille de regarder ce que c'est ce terme de rétroaction, c'est très important. C'est le fait de pouvoir se représenter l'action passée et d'en tirer des conséquences et de pouvoir agir dessus. Bref, on développera ça plus tard. Donc, les stratégies cognitives et les stratégies comportementales. La cognition, c'est tout ce qui relève des mécanismes de l'esprit. Et donc le comportement. Seront mises en place très tôt chez l'enfant. Ça permet justement de lutter plus efficacement contre les troubles anxieux qui pourraient apparaître. Comme je vous dis, il ne faut pas trop se poser la question de si notre enfant présente un trouble anxieux transitoire, particulier, ou pas du tout, ou beaucoup d'anxiété, etc. En fait, il faut vraiment se tourner vers ce genre de stratégie parce que ça fonctionne très bien. C'est très facile à mettre en place et ça nous enrichit nous-mêmes en tant que personnes, en tant qu'adultes, et même ça enrichit aussi les enfants, ça leur permet d'obtenir une trajectoire développementale qui est bien plus riche, bien plus intense, bien plus intéressante. Donc je pense notamment à la restructuration cognitive, qui est utile justement pour les personnes qui sont toujours négatives. Elles ont systématiquement recours à des pensées négatives, qui sont d'ailleurs la plupart du temps complètement disproportionnées. Écoutez les élèves lorsqu'ils parlent, c'est disproportionné par rapport à la réalité. Je suis nul, etc. C'est des phrases qu'on a toujours entendues, mais c'est... Enfin bon, bref, ok. Ou alors, c'est utile aussi avec des personnes qui ont tendance à se focaliser sur une augmentation de risque, voilà, qui leur fait monter le niveau de stress et d'anxiété. Augmentation de risque qu'un mauvais événement se produise. Elles augmentent la fréquence et l'intensité d'un danger potentiel. On retrouve ça beaucoup au piano, mais également chez les enfants, chez les adultes, chez beaucoup de gens. Et donc, c'est par le questionnement souvent et la compréhension de la personne anxieuse, de l'enfant anxieux, que l'on arrive à faire évoluer les pensées, ses propres pensées. Parfois, il faut aussi apprendre à le confronter un petit peu avec ses contradictions, ses exagérations notamment. C'est un terme qui revient beaucoup dans l'anxiété. La plupart des personnes anxieuses qui ont peur, qui sont timides, ont tendance à exagérer le danger, à le surestimer par rapport à ce qu'il est vraiment. Et donc, il est important de leur faire prendre conscience que d'autres pensées positives, vous voyez là, on en arrive à la superposition, cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, la superposition des pensées positives par rapport au négativisme qui crée un équilibre harmonieux, ça fait partie des thérapies d'acceptation et cognitive. Donc, ces autres pensées positives, il faut que les enfants arrivent à en prendre conscience qu'elles existent et que peut-être ce serait bien de les prendre en considération. Alors le questionnement sera accompagné de l'exposition graduée, on appelle ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est l'exposition graduée? C'est le fait d'amener progressivement, graduellement, n'est-ce pas, l'enfant vers sa propre source d'anxiété. Le but, c'est pas de le lâcher d'un coup. Si un enfant a peur du noir, vous n'allez pas le lâcher dans le noir et lui dire, tu vois, tiens, tout va bien. Bah non. Mais l'amener progressivement vers sa source de problème. Alors vous voyez, déjà il faut avoir ciblé la source, mettre vraiment un nom dessus, la nommer, l'identifier, arriver à comprendre le comportement de son enfant par rapport à cette source d'inquiétude. Et donc, à partir de ce problème, on essaye progressivement de l'amener vers ce problème en créant, c'est ça le plus important, en créant les conditions favorables qui mènent à la résolution de ce problème. Et oui, de cette pensée anxieuse, ça peut être de ce négativisme, ok? C'est ça le plus important. L'idée, c'est pas simplement de le lâcher dans l'arène, pas du tout, ok? C'est de guider l'enfant vers un changement comportemental en agissant progressivement sur ses mauvaises pensées. Alors, il est important, comme dit précédemment, d'inclure la relaxation, la respiration, bien sûr. Et donc, lors de cette... il est important, je me suis trompé, il est important donc d'inclure la respiration et la relaxation lors de cette restructuration cognitive pour éviter le stress physiologique. Et oui, bien sûr, parce que l'enfant peut, d'un coup, lorsqu'on le mène sur le chemin de son propre problème, il peut sentir qu'il y a une source de stress physiologique, des maux de tête, des maux de ventre, des tensions, n'est-ce pas?
Donc il est très important d'apprendre à se relaxer et à respirer profondément, d'être parfaitement connecté. Hein, ok. Donc, le comportement parental aussi, on va en parler, le volet parental, ça aussi c'est très important parce que c'est aussi un facteur anxieux hein, dans certains cas, pas toujours. Mais je pense notamment aux parents surprotecteurs, hein, ça, il y en a plein. Ok. Également à ceux qui ne laissent aucune autonomie à leur enfance, qui revient au même, hein, c'est la même chose. Qui ne les laisse jamais décider, jamais choisir. Vous voyez, dans d'autres vidéos, je parlais du jeu libre aussi. Hein, ok. Ou encore ceux qui évitent à tout prix, vous voyez, l'évitement, qui évitent à tout prix une situation anxieuse. Ça, c'est mauvais aussi parce que cela développe chez l'enfant des schémas inadaptés précoces. On en parlera plus tard, notamment le schéma de l'évitement qui est, pour moi en tout cas, qui est une des pires des choses. Une des choses les pires. L'anxiété se transmet souvent d'un parent à son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais qu'est-ce qu'il fait? Il observe la façon dont les parents pensent, la façon dont les parents agissent face à une situation. Il va s'imprégner de ce mode de fonctionnement. Il va quelque part le copier, pas vraiment le copier, mais s'en inspirer fortement. Alors donc, oui, je voulais faire une parenthèse tout à l'heure sur les TDAH, hein, les fameux troubles de l'attention et hyperactivité qu'on retrouve d'ailleurs chez les adultes. Hein, ils en gardent des traces, hein, on le voit très souvent, c'est typique, même chez les adultes, dans leur comportement face à la pratique d'un instrument, même au cours des troubles de l'attention, c'est typique, hein, et de l'hyperactivité aussi, des traces de l'hyperactivité qui traînent. Et donc ces TDAH, bah, très souvent, cela correspond à l'incapacité d'un enfant à inhiber, vous voyez, toujours ce principe d'inhibition qui revient, hop, on met ça correctement, voilà, ok, et voilà, donc ce principe d'inhibition, hein, qui revient assez fréquemment, et donc cet enfant est incapable en général d'inhiber ses impulsions. Voilà, il manque d'attention car il est trop impulsif, donc il ne sollicite pas assez son système logico-rythmique. Souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, hein, n'est-ce pas? C'est la source de sa pensée réflexive. Et donc, l'inhibition cérébrale, du moins la stimulation de cette inhibition, se retrouve encore ici. Et se retrouve d'ailleurs à tous les niveaux, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, tout s'enchaîne dans ce genre de conférence, tout va mener après au but final, hein, qui est finalement le développement de la réflexion, hein, n'est-ce pas, de ce système logico-rythmique tout au long de l'enfance et de l'adolescence et même à l'âge adulte. Donc l'inattention, l'impulsivité, je dis l'hyperactivité, ce sont des conséquences comportementales classiques chez les TDAH, mais pas que chez eux d'ailleurs, c'est simplement une compensation, une conséquence comportementale. De quoi? D'une sollicitation trop importante, encore une fois, du système heuristique. Hein, j'en ai beaucoup parlé et je continuerai aussi d'évoquer ce terme, hein, tout au long de la conférence. Donc, petite pause, pardon. Voilà. Les parents doivent apprendre à réfléchir, hein, à réfléchir à leur propre fonctionnement d'abord, et apporter tout leur soutien face au style de problème qui est rencontré chez leur enfant, n'est-ce pas? L'anxiété apparaît sous différentes formes, je le répète, il y a le stress physiologique, psychologique, les origines sont différentes. Il faut apprendre à étudier tout cela pour le traiter le plus tôt possible. Ils doivent mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant qui est souvent complexe et donc mettre en place des stratégies adaptées aux problèmes de cet enfant et donc qui vont aboutir bien sûr à une meilleure qualité de vie, hein, pour cet enfant et même pour la famille, pour les proches, et même pour la vie du couple même, j'allais dire, c'est important, n'est-ce pas? Et on voit souvent des parents qui éprouvent un sentiment de détresse et de culpabilité face à ces situations. Et cela va s'effacer progressivement en apportant déjà une image positive de nous-mêmes à notre enfant. Ne jamais oublier que l'enfant se développe par rapport à l'autre. Le moi se développe par rapport au toi. Si le toi donne une image positive de toi-même, le moi va automatiquement reproduire ce positivisme. Ça paraît logique, du moins il ne va pas le reproduire, mais il va s'en inspirer toujours. Il va l'inclure à ses connexions. Et en plus, ça va permettre donc une meilleure communication positive, afin que lui donc puisse s'identifier
et affiner sa personnalité sur une base de relation avec ses parents, une base relationnelle saine. Ça, c'est très important. Et donc, pour parvenir à établir ou à rétablir, selon les cas, bien sûr, ces relations positives, il faut toujours une interaction, une communication avec l'enfant qui soit sans conflit. Ça, c'est très difficile, bien sûr, parce que les situations de la vie de tous les jours nous prêtent parfois à agir sous l'effet du stress, d'une certaine dynamique qui nous est imposée. Donc, parfois, il peut y avoir des conflits, en effet. Bon, alors ça, encore une fois, ce sont des choses qui sont passagères, n'est-ce pas? Mais il faut une restauration de la dynamique de la communication qui est très importante et qui permet une meilleure assimilation des règles de la vie de famille. Il faut trouver des moments d'échange positifs. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de cette histoire de questionnement souvent que l'on fait à la sortie de l'école. Ça, c'est hyper important parce que l'enfant s'y attend. Au bout d'un moment, il sait très bien que son papa ou sa maman va lui demander de raconter ceci ou cela. Il en est tout fier, c'est évident. Vous voyez, des moments simples, des moments positifs où on est vraiment posés l'un et l'autre ensemble. Et il faut que ce soit très régulier, comme toujours. Vous voyez, le phénomène de fréquence qui revient, j'en parlais tout à l'heure aussi avec d'autres propos. C'est essentiel pour que les interactions ne se résument pas seulement à des conflits. Et oui, c'est très important. Apprendre à observer, apprendre à commenter, à questionner son enfant, mais sans forcément vouloir cadrer ses propos, sans forcément vouloir cadrer le jeu. Si on prend l'exemple du jeu libre, comme dans d'autres vidéos dont j'en ai parlé, le jeu libre qu'il essaye d'instaurer. C'est utile pour apprendre à le comprendre. Il faut parfois arriver nous-mêmes à se détendre, à rester positif, à l'observer, à l'écouter, à le comprendre et à le féliciter. Il ne faut pas hésiter à le complimenter. Souvent, on voit aussi des demi-compliments. Ah oui, c'est pas mal ce que tu fais, c'est bien. Mais non, il faut vraiment pas hésiter, applaudir, bravo, etc. C'est très important. Il faut sentir vous voyez, quand on fait un compliment, toujours, il faut essayer de sentir de la part d'autrui une réaction comportementale, une émotion, quelque chose. Il faut éveiller, stimuler l'enfant à ce genre de réaction en quelque sorte. Voilà. Et typiquement, si vous dites simplement à votre enfant « Ah oui, c'est pas mal ce que tu as fait », il n'y aura pas de réaction. Si vous le félicitez, que vous applaudissez pour quelque chose qu'il a fait qui était très bien, là, tout de suite, il va y avoir un sourire, il va peut-être rougir, il va sauter de joie. Voilà, ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle le positivisme, tout simplement. D'accord ? La communication positive. C'est primordial. Donc, pendant ces moments privilégiés, en général, même si vous décelez certains comportements que vous savez très bien qui posent problème, il est en général bon de ne pas trop s'attarder dessus, d'accord ? Pourquoi ? Pour garder un souvenir, un bon souvenir, et inciter l'enfant à renouveler ses plaisirs quotidiens. Vous voyez la fameuse stratégie d'évitement. Ben là, à court terme, elle est efficace, mais juste dans des cas très précis. Elle est inefficace lorsqu'on essaie de refouler systématiquement une émotion négative. Mais dans des cas comme ça, elle est importante parce que, si vous voulez, on considère toujours le contexte. C'est un peu comme en musique, au niveau interprétatif. Certains signes, on les considère en fonction du contexte, qui peut être musical ou dynamique. Une note staccato, vous ne la ferez pas de la même façon si vous êtes dans un contexte musical ou dynamique. Et bien là, c'est pareil. La stratégie d'évitement, qui est si mauvaise, vous ne la traiterez pas de la même façon dans ce contexte-là qui, à 90%, est positif. Et donc, s'il y a ce 10% en effet d'émotions négatives qui vient se glisser de temps en temps, hop, on les évite. Là, c'est intéressant, vous voyez. Alors donc, je parlais aussi de la conscience. Le terme de conscience, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. C'est un effort cérébral, un embrasement de certaines zones du cerveau qui aboutissent... Enfin bon, bref, je vous laisse re-regarder tout cela. Et donc là, cette fois, on va parler de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est ? C'est la conscience à son état maximal. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, ça aussi, ce sont des choses qui font beaucoup partie au niveau psychologique, dans les thérapies comportementales, cognitives, etc. Et dans la thérapie d'acceptation, toujours, ok. Donc, l'observation du travail sur soi-même, c'est la première étape de la pleine conscience. Tiens, c'est marrant. L'observation du travail sur soi-même, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup également dans l'apprentissage musical, vous voyez. Et comme par hasard, on retrouve ce phénomène de pleine conscience. Alors, le vagabondage de l'esprit,
qu'est-ce que c'est? Ça, on va en parler aussi parce que ça va être important. C'est une déstabilisation inconsciente de l'esprit qui, au lieu de se focaliser sur un objet précis pendant une certaine durée, bah, va complètement dérailler en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit ailleurs. Hein. Tiens, j'avais la tête ailleurs. Ben voilà. Bon, bah, ça s'appelle le vagabondage de l'esprit. Et la pleine conscience, c'est une technique de gestion du stress, donc très importante aussi pour les enfants, pour n'importe qui d'ailleurs. Ça fait partie des thérapies cognitives et comportementales, et ça a pour but de changer les comportements et les pensées dysfonctionnelles, n'est-ce pas, qui entraînent un dysfonctionnement. Et donc on retrouve ça, je vous le disais, dans les thérapies aussi d'acceptation et d'engagement, de changement aussi. Donc il est question ici de quoi? De modifier l'impact de ses pensées et de ses comportements dysfonctionnels sur la personne, n'est-ce pas? Modifier leur impact. Et également s'attarder aux relations que l'enfant entretient intérieurement avec ses pensées et ses comportements dysfonctionnels. C'est très important, là, ce que je viens de raconter. Encore une fois, je me base beaucoup sur des faits psychologiques, des faits scientifiques. Il n'y a rien de subjectif hein, dans ce que je raconte, et cela fonctionne parfaitement. Ce sont des méthodes qui sont très rigoureuses. Donc je répète, l'idée c'est d'arriver à modifier l'impact d'une pensée dysfonctionnelle, hein, d'une mauvaise pensée, d'une pensée négative, donc arriver à modifier l'impact de cette pensée sur la personne et comprendre le pourquoi et le comment, toujours, deux termes qui reviennent, le pourquoi et le comment cette personne en est arrivée à avoir cette pensée ou ce comportement dysfonctionnel. Quelle relation cette personne est là intérieurement, dans sa tête, dans son corps? Quelle est sa relation avec cette pensée et avec ce comportement? Comment peut-on agir dessus? Voilà. Donc la pratique méditative fait partie de cette technique de pleine conscience, qui tend à réduire le niveau d'anxiété et donc limite le risque plus tard de dépression, mais pas que de dépression d'ailleurs, d'addiction, troubles du comportement alimentaire, enfin il y a plein de choses qui peuvent être la conséquence, si vous voulez, d'une mauvaise gestion de son anxiété et encore une fois d'une stratégie trop à long terme d'évitement de toutes ces pensées négatives. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à une attitude apaisée par rapport à nos pensées et à nos émotions, sans chercher à modifier le schéma cognitif d'origine. C'est d'ailleurs ce qui la différencie des thérapies cognitives et comportementales, où au contraire, on essaie de diagnostiquer le problème, de revenir à la source. Là, il s'agit plutôt d'adopter une attention bienveillante à chaque instant. Alors parlons un peu justement de la méditation. Alors dans la méditation, il y a deux choses qu'il faut éviter, c'est la conceptualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de trop penser, de trop réfléchir. Et l'inertie, c'est-à-dire le fait d'être immobile comme un tronc d'arbre et de rien faire. Bon voilà, ça c'est deux choses qui doivent être complètement évitées. Il faut réussir à penser, mais pas trop, à trouver une certaine immobilité, détente, mais pas sans rien faire. La solution, bien sûr, c'est la pratique régulière, comme toujours, ok? Et donc c'est un état psychologique donc, et physique dans lequel nous sommes capables de mobiliser notre attention délibérément sur un point précis, n'est-ce pas? Sur un objet précis, mais juste au bon moment et sans jugement. Il ne doit pas y avoir de fameux vagabondage de l'esprit. Et donc c'est une auto-régulation de l'attention pour systématiquement remettre l'esprit là où il faut. Et donc là, pour ceci, cela implique 3 compétences. La soutenance, c'est la capacité à maintenir son attention pendant un exercice méditatif, comme par exemple prendre conscience de la respiration. Okay. Également, nous aurons besoin de la flexibilité. Ça, on va en parler beaucoup, la flexibilité psychologique. Ça va avoir un rôle important dans tout ce qui est thérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à revenir sur notre objet d'attention dès que l'esprit vagabonde. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être la composante principale, parce qu'elle permet systématiquement de recentrer son attention. Et enfin, l'inhibition, qui revient toujours, sans cesse. La fameuse inhibition, c'est-à-dire faire preuve de pensée réflexive, n'est-ce pas?
C'est une part de la conceptualisation, hein, c'est évident, mais et donc c'est le fait d'être capable de lutter contre ces impulsions, hein, contre tout élément perturbateur qui déstabiliserait notre attention. C'est donc un exercice mental assez puissant, on pourrait dire, hein, cette pleine conscience, parce que ça consiste à focaliser toute son attention sur un objet précis. C'est très exigeant. Hein, okay, et donc, ça entraîne aussi la naissance et le développement de nouvelles connexions neuronales. Eh oui, scientifiquement, donc ça a été prouvé, c'est très intéressant. Donc, alors, concernant le stress, l'anxiété, hein, même la dépression, on pourrait dire, un événement stressant, donc qu'on a tous plus ou moins connu, hein, donc va engendrer des pensées, des émotions négatives, n'est-ce pas? Et donc cela peut avoir comme conséquence un comportement inadapté. Alors qu'est-ce qui se passe? On a 3 phases dans le stress physiologique, elles sont connues mais je préfère quand même les rappeler. D'abord c'est l'alarme, il y a une alarme qui s'enclenche, hein, à l'intérieur, chez nous, et donc on sollicite beaucoup plus de ressources attentionnelles et énergétiques, c'est logique, hein, on est alerte, hein, face au danger, on essaie de répondre, on mobilise tout ce que l'on peut pour répondre à une situation de danger. La deuxième phase, c'est l'adaptation. Bon, on essaie de s'adapter à cet événement stressant. On trouve une réponse qui nous semble adaptée d'ailleurs, même si en réalité cette adaptation est complètement superficielle. Hein. Elle n'est pas toujours efficace sur le long terme, elle n'est même pas du tout, on pourrait dire. Mais bon, c'est une stratégie comportementale que l'on met en place là tout de suite, mais qui va s'épuiser peu à peu. Et donc justement, c'est la troisième phase, on s'épuise. Les ressources sont insuffisantes et la fatigue devient handicapante. Donc le stress physique peut entraîner tout un tas de pathologies organiques, mentales, hormonales même, hein, d'accord, comme aussi d'ailleurs l'anxiété, la dépression. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, ces 3 phases, observation, hein, chez les enfants aussi. Donc voici, si vous voulez, les impacts psychologiques et physiologique de la pleine conscience sur le corps et sur l'esprit, le psychisme. Donc, la personne parvient à se focaliser, la personne ou l'enfant d'ailleurs, hein, c'est encore mieux chez l'enfant, parvient à se focaliser sur ses 5 sens et sur sa respiration aussi, sur les sensations corporelles internes. Ça aussi, très intéressant, petit parallèle, hein, avec ce qu'on appelle la représentation mentale du corps en déplacement lorsque l'on travaille sa pratique instrumentale. Ça, c'est hyper important. Également, une amélioration de la capacité d'interaction avec autrui et d'adaptation au monde qui nous entoure. C'est la même chose, hein, n'est-ce pas? Parce que justement, cela provoque une réduction du stress et donc une augmentation des ressources cognitives, des ressources de l'esprit, des mécanismes de l'esprit. Il va y avoir également, donc, au niveau du cerveau, si on parle, hein, de l'impact de la méditation, au niveau des mécanismes du cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est intéressant au niveau scientifique, hein, ça a été prouvé par tout ce qui est imagerie mentale, tout ce qui est... donc une augmentation de la matière grise au niveau de l'hippocampe. Ce qui a pour conséquence, ce qui concerne la mémoire et les apprentissages. Et également une augmentation de la matière grise, ça c'est encore plus important, dans les structures frontales. Pourquoi? Parce que c'est là que sont gérées la conscience de soi. Ce mot toujours la conscience, hein, qui revient, qui est très important dans le domaine musical, et même dans le développement de l'enfant d'ailleurs. Et d'ailleurs, ces zones gèrent aussi l'empathie, très importante aussi, et l'introspection. Il va y avoir, à côté de ça, une diminution de la matière grise dans l'amygdale. Ça, c'est intéressant, c'est le centre des émotions. Pourquoi? Parce que cela va conduire à une meilleure autorégulation des émotions, n'est-ce pas? Il y a une diminution de l'intensité de certaines mauvaises émotions, justement. Et ça, c'est le point le plus important dans la méditation. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir une augmentation du fait que, c'est dur à expliquer, mais du fait que l'amygdale sollicite moins cette intensité émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation des connexions entre l'amygdale qui ne prend plus le dessus et les structures frontales. Et donc, l'information qui arrive au cerveau, hein, n'est-ce pas? Lorsque on demande à un enfant de réfléchir, lorsqu'on demande à un adulte de résoudre une problématique sur une problématique musicale, artistique, etc. Qu'est-ce qui se passe? L'information va passer préférentiellement par les zones du cerveau liées à la réflexion. Pourquoi? Parce que l'amygdale s'active en situation de stress
plutôt que de donner lieu à des comportements impulsifs et inadaptés. Voilà. Là, ça va être intéressant, justement. Alors, bon. Abordons maintenant les fameux schémas de la personnalité. J'en ai beaucoup parlé, hein, schéma. Ça, c'est très important. C'est ce qui va nous servir le plus, même dans les... c'est là-dessus, moi, que je me base, hein, essentiellement pour faire tout ce qui est... pour mettre en place, toutes les thérapies, hein, chez les adultes au niveau comportemental et cognitif. Chez les enfants, je ne m'y suis pas encore attaqué, mais chez les adultes, c'est tout à fait possible de le faire. Au niveau, pour ceux que ça intéresse, hein, bien sûr, et au niveau comportemental, cognitif, et en relation donc avec leur instrument de musique. Donc, abordons donc ces schémas de la personnalité. Alors, il repose sur deux éléments fondateurs qui sont le développement psycho-affectif de l'enfant, ou la théorie de l'attachement aussi, hein, n'est-ce pas, les figures d'attachement, et les expériences de la vie précoce, chez l'enfant et chez l'adolescent. Le fonctionnement automatique d'un adulte, si on prend cet exemple-là, à la suite d'un traumatisme subi dans le passé, peut manifester des troubles de la dissociation de la personnalité. On appelle ça comme ça. C'est très fréquent chez les adultes. Très très fréquent. Ce sont les changements brusques d'émotions, par exemple. Ça, c'est les troubles de la dissociation chez les adultes. Qu'est-ce que c'est? C'est un trouble de l'attachement, en fait, chez l'enfant, à l'origine. Vous voyez, comme quoi on peut toujours ramener l'origine des troubles chez les enfants. Il y a tout un enfant, toujours, hein, qui sommeille chez nous, en tant qu'adulte. Et donc, les troubles de l'attachement chez l'enfant génèrent une structure dissociative de la personnalité. C'est là que ça se fait, justement. Et chez l'adulte, comment? Ça se manifeste par de brusques changements émotionnels. Voilà l'analyse simple. Alors, attention, ça, c'est général, c'est basique. Bien sûr, l'analyse des différents schémas de la personnalité varie en fonction d'un individu à l'autre. Ce n'est pas aussi simple. Mais juste, l'exemple que je voulais citer était simplement pour illustrer le fait que tout trouble chez un adulte a toujours une origine, un schéma qui a été développé en conséquence d'une mauvaise expérience dans le passé, très souvent. Et donc, il y a toujours possibilité d'agir. Alors, dans la personnalité, il est important de distinguer deux termes. On va les définir, on en parlait justement tout à l'heure, je vous avais dit que je mettrais un petit mot dessus, c'est le tempérament et le caractère. Alors, le tempérament, qu'est-ce que c'est? C'est la partie innée de la personnalité, c'est-à-dire ce qui nous a été apporté à la naissance par nos gènes. Voilà, c'est génétique. Ça reste stable tout au long de notre vie et ça influence nos réponses face aux événements qui surviennent et même dans la relation avec les autres. Hein. Tout le monde naît avec une intensité ou une restriction émotionnelle différente. On voit que certains bébés naissent déjà plus timides que d'autres. Ou plus social, plus passif, plus agressif, peu importe, mais en tout cas voilà, ça c'est notre tempérament. Et puis après il y a le caractère, c'est au contraire, c'est tout l'inverse, c'est la dimension acquise de la personnalité, ce que l'on a acquis tout au long de notre vie et qui commence déjà dans le ventre de la maman. Eh oui. Et donc c'est cette partie qui va dépendre en gros de tout ce que nous avons appris, de notre interaction avec l'entourage et avec l'environnement. Et oui, je dis même avec l'entourage et l'environnement, même dans le ventre de la maman. Il a été prouvé scientifiquement par l'imagerie mentale, et mince, j'en ai marre que ça tombe, pardon. Il a été prouvé donc scientifiquement que les émotions ressenties par la mère enceinte lors de sa grossesse avaient un impact direct sur le caractère émotionnel et la trajectoire émotionnelle que prendra l'enfant déjà à sa naissance. Et oui, ça a été prouvé par l'imagerie mentale, donc il n'y a pas de mensonge là-dessus, mais d'où l'importance bien sûr de développer un cadre très stable, émotionnellement parlant, pour la femme enceinte. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais là, j'ai fait une parenthèse, donc du coup voilà, simplement, donc l'association de ce tempérament inné et de ce caractère acquis sont des éléments qui définissent l'apparition de nos schémas. Voilà les fameux schémas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures mentales qui sont créées à partir de nos expériences passées et qui nous apportent des connaissances cohérentes, durables, tout au long de notre vie, qui sont capables de guider nos perceptions et nos évaluations. Et l'ensemble de nos schémas constitue notre personnalité. Voilà ce qu'on appelle la personnalité.
c'est à la fois le tempérament inné, le caractère acquis et les schémas de pensée développés, l'ensemble des schémas de pensée développés par notre caractère et notre tempérament. Voilà. Donc, il existe ce qu'on appelle les schémas précoces d'adaptation qui apparaissent très tôt donc, dans la vie et qui se composent d'émotions, de pensées, de sensations corporelles qui ont été emmagasinées. Ils se forment au cours de l'enfance, de l'adolescence et ils s'enrichissent tout au long de notre vie. Et ceci représente le noyau des troubles de la personnalité. C'est bien là qu'est le problème, parce que leur dysfonctionnement entraîne forcément des souffrances. Et oui, leur dysfonctionnement, c'est-à-dire l'apparition de schémas inadaptés, précoces inadaptés. Il est à noter que plus les mauvaises expériences arrivent tard dans la vie d'un enfant, ou dans la vie à l'adolescence par exemple, eh bien, moins les schémas seront affectés. Moins, on va être même plus précis, mais moins les schémas qui vont apparaître, les schémas inadaptés, ils seront pas si puissants, pas si envahissants que ça. Pourquoi? Parce que les schémas de pensée qui sont déjà présents dans l'esprit de l'individu, par son tempérament et par son caractère, nous l'avons vu, ces schémas adaptés, ont une certaine stabilité cognitive, heureusement d'ailleurs, une certaine stabilité au niveau des mécanismes de notre pensée, de notre cerveau. Et cela nous permet de lutter efficacement contre les expériences négatives. C'est vraiment le bas âge qui est à surveiller. Les enfants très très jeunes, c'est là où le développement devrait être optimal, devrait être le plus sain possible. Le cerveau humain recherche toujours, naturellement, la stabilité, y compris pour ce qui concerne notre image de soi, qui se construit très tôt. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'il est difficile de remettre en cause cette image de soi plus tard, parce que nous avons déjà toute une stabilité cognitive qui a été installée par tous nos schémas de pensée adaptés, précoces, adaptés, heureusement. C'est ce qui fait que lorsqu'un schéma que nous développons qui est inadapté intervient assez tard dans notre vie, heureusement, nous avons toutes les armes psychologiques nécessaires, si encore une fois l'enfant s'est développé d'une manière saine, pour y remédier, n'est-ce pas? Alors évidemment, la contrepartie, c'est l'inverse. Si l'enfant a développé très tôt, c'est l'exemple que je vous disais, des schémas inadaptés précoces, là, la situation se complique bien évidemment. Parce que justement, toujours pareil, il est difficile de remettre en question cette image de soi plus tard dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle découle de notre éducation, de toute notre vie. Alors plus le tempérament est marqué, plus le tempérament est fort, moins l'environnement aura d'effet. Ça c'est intéressant de le noter aussi. Moins l'environnement aura d'impact. Vous voyez, donc d'où l'intérêt de bien connaître la personne que l'on a en face de soi, notre enfant ou l'adulte. Il y a moins de possibilités de développer des schémas dans ce cas-là. Un exemple simple, c'est qu'un enfant avec un tempérament optimiste, il aura peu de chances de développer à la suite d'un événement traumatique, comme une catastrophe naturelle. Il aura très peu de chances de développer un schéma d'anxiété. Voyez, voilà. Contrairement à l'enfant qui a un tempérament anxieux, n'est-ce pas? Donc le tempérament va agir aussi tout au long de notre vie sur la formation ou non de certains schémas inadaptés et les conséquences que ces schémas auront sur nous-mêmes. Donc voilà l'exemple de deux individus différents et pourront développer des schémas distincts. Okay, donc qu'est-ce que c'est la personnalité? C'est un ensemble, une organisation, si vous voulez, qui est très stable, qui est composée de schémas cognitifs et également d'une certaine rigidité, c'est-à-dire un manque de souplesse. C'est ce que l'on constate très souvent lorsque les schémas sont inadaptés. C'est à cause de la rigidité. Donc il y a un manque de flexibilité de ces schémas de pensée qui, dans le temps, vont entraîner des troubles de la personnalité. Et une inadaptation, forcément, qu'elle soit sociale ou intellectuelle ou je ne sais quoi d'autre, ou émotionnelle, tout simplement. C'est par exemple important de laisser l'enfant pouvoir s'exprimer librement. Ça fait partie d'un des besoins fondamentaux. On y reviendra, je vous les citerai les 5, sans recevoir de jugement. Le parent, dans ces cas-là, doit faire preuve d'empathie. Voilà un exemple tout simple. Donc, dans ce système des schémas de pensée, nous nous intéressons aux pensées, aux émotions et aux comportements. Ce sont les 3 facteurs à considérer
pour essayer de comprendre et faire évoluer donc une personne, un enfant ou un adulte. Il s'agit toujours de rattacher ses émotions, ses pensées et ses comportements à un souvenir d'origine de l'enfant très tôt, puis d'en ressortir les schémas qui correspondent et les besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Un exemple simple, on va prendre l'adulte, ça c'est typique, vous voyez, je prends toujours cet exemple de je suis nul, j'y arrive pas, ce que je fais c'est mauvais, machin, voilà. Ça souvent on voit un adulte tenir ce genre de propos. Il ne se rend même pas compte d'ailleurs que c'est complètement disproportionné à la réalité. Mais c'est normal, c'est un des effets de l'anxiété. Donc l'émotion associée, qu'est-ce que c'est? C'est la tristesse. Le comportement, c'est le découragement, évidemment. D'accord, l'adulte se décourage. Ou alors le manque d'approfondissement de son travail. Voilà, la lassitude. Et tout ça, ça peut être rattaché toujours à un souvenir d'enfance. Donc c'est très intéressant d'essayer d'exploiter cette piste. Ça peut être le père qui était, ou la mère, peu importe, qui était trop exigeante, qui n'était jamais satisfait des résultats de son enfant. Des parents trop perfectionnistes, on le voit ça. Et donc qu'est-ce qu'a développé l'enfant? Inconsciemment, il a développé un schéma d'imperfection, un schéma de honte. Voilà. Et qui s'est poursuivi, c'est un schéma inadapté précoce, qui s'est poursuivi tout au long de sa vie, et qui se retrouve chez l'adulte par je suis nul, j'y arriverai pas. Voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment dans les cours d'instruments. Le besoin fondamental, qu'est-ce que c'était? C'était l'encouragement. Voilà, manque d'encouragement, manque de reconnaissance, voilà la conséquence. Ok. Donc voilà un exemple très simple pour vous dire le fonctionnement d'un adulte qui se réfère toujours à ses expériences vécues dans le passé. Et alors même si les stratégies que l'on peut mettre en place se font au profit de la satisfaction sur le long terme, le problème c'est que ce changement qui intervient chez l'adulte sur son schéma de personnalité peut engendrer des frustrations importantes. Ça c'est un problème. Et donc c'est une limite, bien sûr, des techniques de remaniement des schémas de pensée. Une autre limite, c'est aussi que les parents eux-mêmes possèdent un fonctionnement, un schéma de pensée. C'est normal, on a tous ces schémas de pensée qui ont été développés, adaptés ou inadaptés. Nous verrons, il y a même ce qu'on appelle les modes de schéma, on y viendra. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher à les appliquer de manière contre-productive avec son enfant. Parce que chaque être est unique. Il est là aussi le problème. C'est une des grosses sources d'anxiété chez l'enfant. Certains développent un mode de fonctionnement qui est copié des parents, alors que ce n'était pas le sien, ce n'était pas celui qui aurait le mieux convenu à cet enfant. Il y a un conflit intérieur qui naît dans ces cas-là. Il faut y faire attention aussi. Eh oui. Et donc, cette pensée étant évolutive tout au long de notre vie, l'action sur ces schémas ne fonctionne en général que sur une période de notre vie. C'est logique, puisque la pensée est toujours évolutive, n'est-ce pas? Les schémas évoluent, ok? Ils peuvent s'assouplir ou au contraire être plus rigides, devenir plus rigides. Les parents doivent aider à faire le lien entre l'émotion et le souvenir d'enfance. Il faut aider à verbaliser. Les gens doivent verbaliser, identifier le schéma, lui donner des outils pour apaiser ses émotions, pour assouplir les fonctions cognitives qui sont trop rigides dans ces schémas. Alors, lorsque les pensées sont trop envahissantes, pardon, je vérifie juste, hop, pardon. Si je vais pas y arriver. Voilà, pardon, ok. Lorsque les pensées, je disais, sont trop envahissantes, et que le remaniement de ces schémas de pensée devient compliqué, insuffisant, il est possible justement, je venais d'en parler, d'utiliser les modes de schéma. Alors, je vais vous donner ça vite fait, parce que c'est quand même pas un cours de psychologie que je vous fais, mais au moins cela va vous donner beaucoup de pistes, j'espère, pour plus tard apprendre à gérer beaucoup mieux le stress, l'anxiété et surtout celui des enfants. Donc il existe 4 modes. Le mode de l'enfant, le mode des styles d'adaptation dysfonctionnels, le mode du parent dysfonctionnel et le mode de l'adulte sain, qui est évidemment le meilleur, bien entendu. L'adulte sain, c'est la fonction exécutive, c'est celui que tout le monde recherche, c'est évident. Okay, et donc chaque mode est associé à des schémas dysfonctionnels, sauf l'adulte sain et l'enfant heureux, c'est évident, puisqu'il y a des styles d'adaptation qui sont présents. Donc dans les modes dysfonctionnels de l'enfant, on retrouve l'enfant vulnérable, l'enfant coléreux, l'enfant impulsif et indiscipliné, et enfin donc l'enfant heureux, bien sûr, ok. Ces modes font partie du tempérament, ils sont innés, d'accord. Donc là, tout ça, vous voyez, c'est très important, toutes ces choses-là, parce qu'il faut arriver à mettre des noms, il faut arriver à identifier les choses pour pouvoir agir dessus.
il ne faut pas se tromper de direction, hein, n'est-ce pas? Il faut savoir, comment dire, il faut savoir viser, hein, n'est-ce pas, les tempéraments, les différents caractères, les schémas de pensée et les modes de schéma. C'est très important de viser la bonne case pour pouvoir agir. Alors il existe 3 types de modes aussi, puisqu'on y est, hein, je vais vous tous les donner, dans les styles d'adaptation dysfonctionnels. Vous avez le soumis obéissant, le protecteur détaché et le compensateur. Ok. Voilà, je ne m'attarde pas trop. Il existe aussi 2 types de principaux. Alors ça, ça c'est intéressant, chez les parents notamment. Ça c'est intéressant. Ça explique beaucoup de choses aussi chez le comportement des enfants. Parce qu'il existe aussi des parents dysfonctionnels. Le parent punitif et le fameux parent exigeant dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Et qui entraîne certains problèmes au niveau de l'apparition de certains schémas chez les enfants, n'est-ce pas? Un schéma d'imperfection, de honte, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc seul le mode de l'adulte sain, hein, c'est la partie de la personnalité qui tient le rôle exécutif par rapport aux autres. Hein, ok. Donc le travail des modes, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à construire l'adulte sain afin qu'il travaille de façon plus efficace avec ces autres modes, puisqu'on ne les efface pas, mais on peut travailler avec eux, n'est-ce pas? On peut faire en sorte d'être plus en harmonie. Et donc le rôle de l'adulte sain, qu'est-ce que c'est? C'est éduquer, soutenir et protéger l'enfant, notamment je pense au style dysfonctionnel qui correspondait à l'enfant vulnérable. Si on considère aussi les autres styles dysfonctionnels, les schémas dysfonctionnels, pardon, nous avions l'enfant coléreux et l'enfant impulsif et indiscipliné. Là, le rôle de l'adulte sain sera de lui fixer des limites, hein, n'est-ce pas? Et également, son rôle, qu'est-ce que c'est? C'est de combattre, enfin combattre, j'aime pas trop parce que c'est une notion de lutte, mais c'est surtout de modérer ses propres modes. Et oui, et ça aussi c'est important, ses propres modes de style d'adaptation, je ne vais pas y arriver, dysfonctionnel, hein, en tant que parent. Donc pour travailler sur les modes de schéma, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par les identifier, on le dit toujours, les nommer, hein, n'est-ce pas? Donc il faut faire toute une analyse, tout un questionnement, tout un tas de choses, hein, qui permettent d'arriver à une conclusion déjà sûre, n'est-ce pas? Il faut explorer leur origine, hein, bien entendu. Il faut établir la relation entre les modes inadaptés et les problèmes actuels que rencontre l'enfant ou l'adulte. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Il y a toujours une relation, hein, une relation dans le comportement, dans la pensée, dans les émotions. Il faut réussir à démontrer à un enfant ou à un adulte les avantages à modifier un mode ou à se débarrasser de ce mode, si possible, évidemment, parce qu'il gêne l'accès à d'autres modes, n'est-ce pas? Il faut réussir donc, pour ce que cela se fasse, à mener des dialogues entre les modes de pensée. Très intéressant tout ça. Très compliqué, hein, à mettre en place, hein, bien sûr, mais tellement enrichissant. Il faut réussir à aider l'enfant ou l'adulte à appliquer le travail de ces modes aux situations de la vie quotidienne. Bon, dans la compréhension du développement psycho-affectif, j'en ai parlé, hein, tout à l'heure, ce développement psychologique et affectif de l'enfant qui est particulièrement important. D'accord? Et donc dans la compréhension aussi de l'origine de ces schémas dans l'enfance et dans l'adolescence. Il y a 2 notions qui peuvent s'influencer, hein, l'une l'autre et qui sont mises en avant. On y revient avec la fameuse théorie de l'attachement, la base sécurisante dont je vous parlais, voilà, c'est ça. C'est l'attachement et l'autonomie. Et là, ça explique également pas mal de problèmes de schémas de dépendance, hein, qui sont créés chez les adultes. Par exemple, je pense aux enfants, je citais cet exemple tout à l'heure, mais qui sont surprotégés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une carence en autonomie, c'est évident. Mais c'est la même chose pour les familles trop strictes, il faut le savoir, qui sont coupées, ou alors celles qui sont coupées du monde extérieur, sans encouragement de contacts sociaux, c'est la même chose. Alors après l'inverse, la personne qui a reçu peu d'attachement de la part de ses parents, ou une éducation trop laxiste, hein, quand il sera adulte, cette personne, quand elle sera adulte, fera preuve d'un excès d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'il s'est construit seul, sans règles imposées dans son éducation. Et il pourra avoir quelque part un comportement à risque, il faudra y faire attention pour lui-même et même pour les autres d'ailleurs.
Alors, l'attachement, je disais. Donc, la figure d'attachement, qu'est-ce que c'est? Ben, ça représente tout simplement une personne. Ça peut être le père, la mère, ça peut être l'entourage proche, mais en tout cas, c'est une personne qui fait référence dans l'esprit de l'enfant, qui lui procure une base sécurisante et sur laquelle il va se rattacher tout au long de sa vie lorsqu'il veut s'intérioriser. Il a ce besoin absolu, ça fait partie des besoins fondamentaux, je le répète. C'est très important. Pourquoi? Parce que je répète toujours le fonctionnement d'une stratégie cognitive que l'on peut mettre en place. C'est simple, c'est-à-dire que à partir du questionnement, de l'observation et du constat des pensées, émotions et comportements d'un adulte, on peut justement arriver à en déduire un problème dans l'enfance, une mauvaise expérience, un élément déclencheur qui, cet élément déclencheur, correspond à un besoin non comblé d'un des besoins fondamentaux, d'accord, une réaction face à un manque, d'accord, par rapport à un des besoins fondamentaux. Donc cet enfant a développé un schéma d'inadaptation précoce. Et après, il est possible d'agir dessus. Donc justement, l'attachement en fait partie. L'enfant, pourquoi va-t-il devenir autonome? Et pourquoi ne va-t-il pas développer un schéma de dépendance? Mais parce qu'il va avoir justement ce courage de s'autonomiser affectivement. Je dis bien affectivement. Pourquoi? Parce qu'il est encouragé, soutenu. Vous voyez, l'encouragement qui revient. Comme tout à l'heure, je vais vous citer l'exemple de l'adulte qui dit je suis nul, tout ça. Voilà, encore une fois, c'était un manque d'encouragement. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Il a été encouragé, soutenu. Si ce n'est pas le cas, il est possible de retrouver chez l'adulte un trouble de l'attachement ou de l'autonomie. Allez, voilà. Je vais finir tout ce gros paragraphe sur la timidité et l'anxiété. J'espère que cela vous aura apporté au moins des connaissances supplémentaires et cela pourrait guider peut-être les gens dans une meilleure éducation par rapport à leur enfant et pouvoir ainsi réduire, n'est-ce pas, le taux d'anxiété et surtout pouvoir s'analyser soi-même et analyser ses propres enfants. Moi, j'aime beaucoup le faire avec mes élèves, avec les élèves adultes pour l'instant, bien sûr. Et ils en sont contents eux aussi parce que cela les enrichit quelque part. Donc bref, je vais finir avec les fameux besoins fondamentaux. J'en ai beaucoup parlé, je vais juste vous les citer, d'accord? Parce qu'ils jouent un rôle très actif dans la formation d'un ou plusieurs schémas de pensée inadaptés précoces dans la personnalité. Les schémas qui sont formés sont la conséquence affective des besoins fondamentaux non comblés au cours de l'enfance et au cours de l'adolescence. Donc on en cite 5. Et vous allez voir, ça va expliquer énormément de choses. La sécurité, voilà la fameuse base sécurité et l'attachement aux enfants. L'attachement aux autres, pardon, j'ai une bêtise. Là, ce que je vous cite, ce sont des besoins fondamentaux. C'est-à-dire que ces 5 besoins fondamentaux, si vous voulez, s'il y a un manque dans l'un des 5, automatiquement, l'enfant développera un schéma de comportement, de pensée, d'émotion inadapté. Et c'est ainsi. Et il va le garder tout au long de sa vie, sauf intervention bien sûr d'un parent, intervention peut-être d'un thérapeute, etc. D'accord? Donc vous avez la sécurité, je le répète, et l'attachement aux autres. C'est la figure d'attachement, la base sécurisante. Le deuxième besoin fondamental correspond au besoin d'autonomie et de compétence. Et oui, l'enfant a besoin de développer ses capacités d'autonomie. Il a besoin d'explorer son entourage. Enfin bref, bon, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, voilà, d'accord. Le troisième besoin correspond à la limite et l'autocontrôle. Et oui, pas d'éducation trop laxiste, ni d'éducation trop stricte. Le juste milieu, le besoin de limite, de cadrer et d'autocontrôle. L'enfant doit apprendre ce qu'est le contrôle de soi-même. Quatrième besoin fondamental, la liberté d'exprimer ses besoins et ses émotions. Laissez les enfants parler, finir leurs phrases, n'est-ce pas? Ne pas les couper, ne pas leur couper la parole et essayer de comprendre leurs émotions, de comprendre leurs besoins, n'est-ce pas? Et d'apprendre à discuter positivement avec eux. Ils ont besoin eux-mêmes de dire « Oh, je suis triste. Oh, je suis joyeux. Oh, là, j'éprouve ceci, là, cela. Je t'aime, ou ceci, ou cela, etc. etc. » Ça, c'est le quatrième besoin. Le cinquième besoin, c'est tout simplement les temps de spontanéité et de jeu. Et oui, ça fait partie du développement social, n'est-ce pas? L'enfant va se confronter aux autres, va apprendre à interagir avec autrui, on en a beaucoup parlé, d'accord? Voilà, ça, ce sont les 5 besoins fondamentaux, ok? Donc voilà, écoutez, la prochaine fois, nous, dans une prochaine partie,
Je continuerai avec, par exemple, je ferai un petit paragraphe aussi sur les troubles asociaux, hein, n'est-ce pas? On retrouve ça aussi fréquemment, hein, chez les enfants. Justement, on pourrait en parler encore avec les schémas, hein, inadaptés qui ont été développés de façon précoce. Et puis après, je m'intéresserai à tout ce qui est développement de la motricité fine, hein, qui est un axe aussi qui contribue, au développement de la réflexion. Bref, voilà, je continuerai une prochaine fois avec d'autres vidéos. Merci.